Merci d'être présent, donc une fois de plus, sur ce webinaire qui va être un webinaire un petit peu musclé, vous allez voir, hein. Un webinaire qui concerne donc les hérésies, on va dire les impasses, les tromperies et toutes les grosses erreurs qu'on a fait depuis quelques années dans le TI. Alors d'abord, avant de commencer, ce que je voudrais vous dire, c'est que euh, tous les webinaires que nous faisons ensemble sont disponibles le lendemain, donc sur notre site. Il suffit d'aller sur la rubrique en direct avec et vous récupérez tous les webinaires qu'on a fait depuis 2 ans maintenant, c'est-à-dire à peu près 89, puisqu'aujourd'hui c'est le numéro 90. Par ailleurs, si vous le souhaitez, vous avez l'ensemble de ces webinaires qui sont accessibles sur YouTube. Et vous pouvez même vous abonner à la chaîne, donc, si vous le souhaitez. Alors donc, le sujet, c'est un sujet qui est un petit peu un sujet de récrimination. Il faut de temps en temps savoir faire un retour arrière sur les erreurs qu'on a pu commettre et pourquoi on a commis ces erreurs. Moi, le premier, évidemment, hein, et donc je parlerai beaucoup de choses que j'ai pu voir ou que j'ai pu vivre. Alors, comme d'habitude, donc on va se partager cet écran. Donc, alors, euh, nous allons donc voir d'abord quels sont les thèmes que nous allons donc regarder. On va parler de choses dont finalement on a un peu oublié aujourd'hui, mais à une époque, on nous a présenté ça comme étant le nirvana, le Graal, la solution extraordinaire pour demain. Les ordinateurs optiques. Attention, je ne parle pas des fibres optiques, je parle des ordinateurs optiques dans lesquels il y a non plus du silicium et des électrons, mais des photons. On en a beaucoup parlé. On parlera d'informatique analogique également, qui revient d'ailleurs un peu au goût du jour aujourd'hui avec les capteurs. Parce qu'au fond, un capteur, c'est souvent quelque chose qui mesure une valeur analogique et qui la traduit en une autre valeur analogique ou alors en une valeur numérique. Mais à une époque, on a donc beaucoup parlé d'ordinateurs, on va dire analogiques, ça n'a jamais marché, hein, mais pourquoi pas. On parlera de Turing et de quantique, hein, les machines que j'attends toujours de les voir venir, hein. On va parler également de downsizing, c'est-à-dire à une époque, on a beaucoup parlé aussi du fait de remplacer donc les grosses machines par des machines plus petites. Alors à l'époque, c'était plutôt des machines Unix, maintenant ça serait plutôt du Linux. Ça a été un four absolu, hein. Donc, il y a eu du downsizing, bien sûr, qui a été fait, mais ça n'a pas été la révolution planétaire donc, que l'on attendait. Autre donc énormité, à mon avis, hein, que nous vivons d'ailleurs en ce moment, c'est les villes intelligentes. Alors, j'y crois pas une seconde, mais j'expliquerai un petit peu quel est le contexte dans lequel il faut placer ces villes intelligentes. C'est la folie du client-serveur dans les années 90. On va y revenir en détail. C'est cette invention du Gartner qui nous a coûté des milliards, qui consistait à traduire les systèmes d'information sous la forme de services métiers, ce qu'on a appelé les SOA, ne pas confondre avec les web services, qui, eux, peuvent être des services techniques et métiers également, qu'on continue donc à mettre en œuvre, c'est vrai. Mais dans les architectures SOA, c'était quelque chose de très précis qui n'a jamais marché. On va parler du système expert. Là aussi, c'était le nirvana, hein. J'attends toujours, hein, ça fait quand même maintenant plus de 50 ans, hein, ouais, donc on attend. La mutation du libre vers le propriétaire, vous allez me dire, mais il s'est trompé de sens. Pas du tout. À une époque, on parlait donc de mutation, de migration du propriétaire vers des systèmes libres, hein, open source, mais maintenant on est en train de faire l'inverse, mais d'une manière beaucoup plus insidieuse, sans le dire ouvertement que c'est du propriétaire. Alors on parlera d'open core. Vous voyez, par rapport à de l'open source, on se dit, oh, ben, c'est de l'open source aussi. Pas du tout. Donc, on va expliquer donc ce qu'il en est. Le, les mathématiques donc, et l'informatique. Je n'ai jamais compris, hein, j'ai eu l'occasion de m'en exprimer devant vous, hein, j'ai jamais compris pourquoi on voulait absolument que les gens qui font de l'informatique soient aussi des mathématiciens. On va voir qu'il y a des domaines, c'est vrai aujourd'hui, en particulier donc l'intelligence artificielle qui nécessite d'avoir quelques connaissances en algèbre linéaire, hein, malgré les noms un peu compliqués, c'est pas aussi difficile que ça, mais c'est pas une obligation. Moi, je crois que s'il fallait choisir aujourd'hui pour des codeurs et des développeurs, voire pour des chefs de projet,
entre quelqu'un qui est un très fort en mathématiques et un musicien, je choisirais un musicien. Parce que la formation, la rigueur musicale, eh bien, elle s'exprime vraiment parfaitement dans le monde du développement. La modélisation, là, on s'est complètement trompé. On a présenté ça d'une manière totalement loufoque et d'une manière ridicule, alors que c'était pourtant la bonne solution. L'informatique à l'école, quelqu'un disait, je reprendrai donc cette phrase-là, hein, euh, prenez un enfant qui est très brillant, donnez-lui un smartphone et une tablette, un an après, il est devenu un alphabète. C'est à peu près ça. Donc c'est une erreur absolue de vouloir donner donc des ordinateurs et traduire, on va dire, l'enseignement à l'école par l'informatique, c'est pas possible. On va regarder également la singularité de Kurzweil. Alors ça, on le vit aussi aujourd'hui. Kurzweil, c'est ce monsieur qui travaille donc chez Google et qui nous annonce que dans les années 2030, les ordinateurs auront dépassé donc en intelligence, on dirait en intelligence donc classique, hein, les êtres humains. C'est totalement faux. Et on expliquera pourquoi je suis assez remonté contre ce monsieur, parce que c'est quelqu'un qui est assez habitué finalement à sortir n'importe quoi. Et donc c'est une chose de plus. Ce qui est un peu plus gênant, c'est que récemment, Altman, vous savez, Sam Altman, qui est celui qui a dit ces jours-ci qu'il avait besoin de 7000 milliards de dollars pour faire des circuits intégrés dédiés à l'intelligence artificielle. Or, Altman, il croit, lui, à la singularité. Là, j'avoue que ça m'étonne un tout petit peu. Enfin, bon, on va y revenir. Et puis, on verra donc les leçons donc, à retenir. Parmi les phrases impérissables avec lesquelles je commence toujours donc, mes webinaires, donc, je prends celle de Raymond Kurzweil qui prévoit donc la vie éternelle, rien de moins que ça, pour 2030. 2030, c'est dans 6 ans, hein, c'est pas non plus très loin. Hein. Mais la question n'est pas tellement de savoir si c'est possible ou pas. Je ne crois pas une seconde. Mais imaginons que, pourquoi pas. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir une vie éternelle? Si c'est pour payer des impôts en permanence qui augmentent tout le temps, je ne suis pas forcément de cet avis. Si c'est pour voir toujours mon équipe de hockey du Canadien se prendre des raclées en permanence, non plus. Enfin, vous voyez l'idée. On ne se pose pas la question de savoir si ça vaut la peine ou pas. Bon, on y reviendra donc également. Alors, fausse prévision et véritable impasse. D'où ça vient tout ça? D'où viennent toutes ces prévisions? Alors, je pense que je vais donner un certain nombre d'origines pour tout ça. D'abord, vous avez des fournisseurs qui essayent de trouver des nouveaux marchés. Alors, avec nouveaux marchés, ils lancent des nouvelles idées, un peu iconoclastes, évidemment, mais bon, ça les arrange. On connaît d'ailleurs ça pas uniquement dans l'informatique, on le voit aujourd'hui avec les véhicules automobiles et avec donc l'électrique. Bon, c'est aussi des consultants hein, qui sont à l'extérieur donc de l'informatique et qui vendent des études, qui vendent des points de vue, qui vendent des cadrans magiques, qui je veux dire. Hein. Et donc, bien entendu, eux, ils sont là pour prévenir et prédire donc l'apocalypse. Vous avez aussi les responsables informatiques qui, eux, rêvent toujours du système parfait. Hein. Mais le problème, c'est que dans beaucoup d'entreprises, c'est plus le cas d'ailleurs en France qu'au Canada. Dans beaucoup d'entreprises, les responsables informatiques ne font que 2 ou 3 ans à l'informatique. Et après ça, ils vont donc planter les pommes de terre ailleurs. Et donc, ils n'ont pas le temps de voir les bienfaits, voir les dégâts de ce qu'ils auront donc fait. Alors, ils imaginent n'importe quoi. Et donc, on essaie de construire des systèmes absolument parfaits. Et vous savez, comme moi, vous qui êtes du même domaine, que ce n'est pas possible. Et que ce sont des systèmes qui sont toujours justement imparfaits. Bon, donc des responsables de TI. Ça peut aussi être des utilisateurs incompétents, hein, qui pourraient être éblouis par le discours artificiel de prestataires. Hein. Ils sont fait inviter donc à Ibiza ou Baléares, et donc ils reviennent absolument convaincus qu'il faut faire telle et telle chose. Bon, ou alors c'est des utilisateurs qui ont pris le pas, mais qui n'ont pas nécessairement la compétence. Il peut y avoir aussi des grands noms. Hein. Je viens de vous citer le cas de Kurzweil. Elon Musk. Elon Musk est parti avec Neuralink
Imaginer donc des cerveaux artificiels, mais attendez, c'est pas possible, hein. C'est pas possible. On est capable peut-être de localiser donc les événements qui se produisent dans le cerveau, mais faire un cerveau artificiel, c'est pas avant je sais pas, 2000, 3000 ans, hein. Donc on n'est pas capable. Et pourtant, il s'appelle Elon Musk. Je pense que ce sont des personnes qui ont des moyens considérables, donc on les écoute. Et puis bon, ça fait aussi vendre les gazettes. Ouais, alors Elon Musk, Altman, donc très récemment, je suis un peu déçu par donc ce qu'il a dit. Voilà. Vous avez également des analystes qui sont de bonne foi, mais qui peut-être extrapolent trop vite sur ce qu'ils considèrent aujourd'hui. C'est le cas en particulier avec l'intelligence artificielle. On fait des extrapolations totalement délirantes. Ça n'a pas de sens. À croire que personne ne sait ce que c'est qu'un cerveau. Vous voyez? Donc, des observateurs, des rêveurs, hein, peut-être un peu trop portés sur les substances euphorisantes, hein, j'en connais un certain nombre, et qui le matin, bah, ça y est, sortent quelque chose d'extraordinaire. Bon. Et puis alors, le nec plus ultra, c'est les politiques, qui en général ne comprennent rien à rien à ce domaine, hein, mais alors se sentent absolument habilités à prévoir ce qu'ils ne comprennent pas. Alors c'est quand même très gênant, ça. Je ne donnerai pas de nom, bien entendu, je ne citerai pas non plus de pays, mais c'est quand même invraisemblable à croire que c'est celui qui dira le plus de bêtises qui va l'emporter. Enfin, c'est ahurissant. Donc, ben, on baigne dans des prévisions, dans des prédictions, dans des choses qui se révèlent finalement être des impasses. Bon. Alors, on va commencer par les ordinateurs optiques. Ça paraissait quelque chose d'assez simple. Bon, comme, vous savez comme moi que les circuits électroniques sont constitués par des mouvements d'électrons dans des semi-conducteurs aujourd'hui. Or, ce mouvement des électrons se fait à une certaine vitesse, mais qui n'est pas extraordinaire, cette vitesse donc de transfert dans les circuits. Alors, il y a des gens, c'était dans les années 70, qui se sont imaginés que on pourrait remplacer finalement ces circuits fondés sur des électrons qui se déplacent par des photons, c'est-à-dire par la lumière, qui, elle, a la bonne idée, quand même, c'est vrai, de se déplacer à 300 000 km à la seconde. Pas tout à fait exactement ça, mais à peu près ça. Bon. Alors, c'est vrai que l'idée était cohérente. Seulement, le problème, c'est que même si les photons, dans l'imagination de ces ordinateurs donc optiques, avaient donc des qualités évidentes, telles que par exemple pas d'interférence magnétique, une vitesse donc de commutation donc dans les câbles, je viens de vous dire de 300 000 km à la seconde, pas de dégagement de chaleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y a pas de dégagement de chaleur, on n'a pas besoin de faire comme avec la supraconductivité des circuits, mais pour les faire fonctionner, il faut qu'on soit à moins de 173 degrés centigrades, au zéro absolu. Donc on n'a pas besoin de ça. Alors évidemment, on s'est dit, mais ça serait extraordinaire. Mais encore faut-il arriver à construire les circuits. Alors, je vous ai mis ici des commutateurs, un démultiplexeur donc optique, hein, on n'y a jamais réussi. Et pourtant, à cette époque-là, eh bien, on s'est beaucoup focalisé là-dessus. On s'est dit que c'était finalement les électrons, c'était une période transitoire et que l'avenir était à l'optique. Mais sur le fond, ça pouvait se comprendre, hein, même si ça ne s'est jamais réalisé. D'ailleurs, on attend toujours, bien sûr. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Le problème numéro un, c'est qu'on ne peut pas stocker des photons. Vous ne pouvez pas stocker des photons quelque part, hein, comme les électrons dans une mémoire, c'est pas possible. Donc, en plus de ça, les photons ont une mauvaise habitude, c'est de se déplacer en ligne droite. Imaginez alors, donc des circuits avec des tas de trucs un peu partout. Imaginez donc la lumière qui ne se déplace qu'en ligne droite, alors qu'il faudrait lui faire passer par des chemins préétablis. Impossible à faire. Bon. Donc, d'autant plus, alors ce qui me fait un petit peu faire le rapprochement avec les ordinateurs quantiques, c'est que finalement ces ordinateurs-là, sur lesquels on a beaucoup parlé, hein, il y a eu beaucoup d'écrits là-dessus, eh bien, on ne savait pas trop à quoi ça allait servir. Hein, c'est un peu comme le quantique, hein. Le traitement du signal, le traitement d'image, d'accord, mais c'est pas toute l'informatique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec Excel ou éventuellement de faire ma gestion de stock.
C'est pas fait pour ça. Donc bah, finalement, on en parle encore aujourd'hui, hein. Il y a encore des études qui sont là-dessus. Mais je pense que dans le webinaire que nous ferons ensemble en 2390, on en reparlera encore. Dans le même ordre d'idées, vous voyez, j'ai fait une chronologie en partant du matériel pour arriver ensuite aux usages et en passant par les logiciels, hein. L'informatique analogique. L'informatique analogique, c'est quoi? C'est une informatique qui est basée sur des petits circuits, mais qui mesure des valeurs analogiques, une valeur analogique par rapport à du binaire. La différence est très simple, c'est qu'une valeur analogique, elle a toutes les valeurs possibles. Elle peut, un son, ça va de 0 à 100 décibels, mais ça peut être 99,2, vous voyez, ou 2, vous voyez, donc toutes les valeurs analogiques. Alors que le numérique, là, on est en, enfin, tout au moins pour les machines, on est en binaire, donc on ne peut pas représenter n'importe quoi, avec la précision que l'on voudrait. Donc, à une certaine époque également, on s'est dit, mais puisqu'on a des équipements, des circuits qui mesurent des choses, une température, une chaleur, ceci et cela, pourquoi pas les assembler et faire des ordinateurs analogiques? Et donc, on est parti là-dessus, avec donc des idées bien arrêtées sur le sujet, pour faire donc ces machines. Bon, alors, je vous dis tout de suite, on n'a pas réussi, hein. Bon, d'ailleurs, sur ce plan-là, d'ailleurs, un petit peu comme pour les ordinateurs donc optiques, on pensait aussi que la solution numérique binaire, eh bien, ne serait que transitoire, très lourde, avec des zéros, des 1 sur des mots qui sont très longs, des opérations qu'on ne comprend pas. Enfin, vous voyez, c'est pas très naturel. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, c'est pas naturel par rapport à 12,4 volts. Vous voyez? Donc c'était normal d'imaginer quelque chose fondé là-dessus sur des, on va dire, sur des circuits donc analogiques. Alors il suffisait de quoi? Ah, de les connecter. Vous les connectez entre eux et puis donc vous construisez un ordinateur analogique et vous en avez un ici sur cette image. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, ceux qui ont connu les règles à calcul comme vous avez ici, c'est une manière de fonctionner en analogique. Alors, c'était une horreur absolue, hein. On avait ça dans les poches de nos chemises, on faisait les calculs en déplaçant le curseur au milieu, on lisait la valeur. On ne l'affiche pas, on lisait la valeur. Donc on était finalement dans un process qui était très analogique. Bon, évidemment, ça n'a jamais marché. Ce qui est quand même un peu étonnant, et je vous disais tout à l'heure, on revit un peu cet ordinateur analogique aujourd'hui avec les IoT, parce que vous avez beaucoup de capteurs IoT qui mesurent des valeurs analogiques et qui vous les restituent, soit en binaire parce qu'il faut rentrer ensuite dans une machine, soit en analogique pour aller ailleurs, vous voyez. Donc, on est en train de revenir à quelque chose comme ça. C'est pour ça que je disais que l'idée n'était pas totalement stupide, hein, un peu comme l'optique également. Mais ça n'a jamais donc fonctionné. Les machines de Turing, alors je rappelle, Turing, c'est 1936. Le génial, donc, Alan Turing. C'est une machine qu'on n'a jamais réussi à construire pour une raison très simple, c'est qu'elle est inconstructible, hein, et puisqu'il prévoyait donc une mémoire de masse qui était infinie. Et que je sache, elles sont toutes finies. Grandes peut-être, mais elles sont quand même toutes finies. Bien. Alors, aujourd'hui, vous avez beaucoup d'architecture. Vous avez des machines en cluster, vous avez des machines parallèles, vous avez des machines virtuelles, des machines désagrégées, vous avez toutes sortes de choses comme ça. Mais au fond, on n'a jamais remis en cause le principe fondamental de l'architecture d'un ordinateur, à savoir le principe de von Neumann, avec une unité centrale et une unité arithmétique et logique qui fait son travail, qui fait des calculs, une capacité donc de restitution des résultats et puis une mémoire de stockage. On a beau inventer des choses invraisemblables et extraordinaires, on en est toujours au même point. Avec la machine quantique, que nous avons déjà évoquée dans ces webinaires, hein, on est sur un autre monde. Machine quantique, elle est fondée sur la mécanique quantique. Et c'est tout à fait différent, avec des phénomènes quantiques que personne ne comprend, hein, en dehors des physiciens qui manipulent la mécanique quantique donc, quotidiennement, c'est absolument incompréhensible, hein. Mais, je veux dire, c'est un autre monde. Alors, je vous l'ai dit plusieurs fois que, personnellement, je n'y crois pas du tout. Pourquoi? On en fait des machines quantiques, c'est certain, mais c'est tellement limité, finalement, en usage.
Et avec encore un peu comme les machines qu'on a évoquées tout à l'heure, mais traitement du signal, traitement d'image, c'est pas fait pour ma gestion de stock. Pour ma gestion de stock, j'ai encore besoin peut-être d'un PC qui fera mieux son travail. Donc ça ne me sert pas à grand-chose. Par ailleurs, je l'ai dit plusieurs fois, ce sont des machines qui sont difficiles à stabiliser. Elles sont donc d'abord très sensibles à l'environnement électromagnétique, mais également donc calorifique. Il faut les ramener proche du zéro absolu, donc il faut une centrale nucléaire rien que pour les refroidir. Hein. Il faut l'isoler totalement de l'extérieur, au moins pendant le temps où elles vont faire leur travail, c'est-à-dire quelques microsecondes. Après, elles peuvent partir ailleurs, c'est pas grave, mais il faut au moins qu'elles puissent fonctionner, qu'elles soient isolées pendant ce temps-là. On a beaucoup de mal à traiter ça. Vous voyez. Donc, en plus, l'ordinateur quantique est beaucoup plus sujet aux erreurs qu'un ordinateur traditionnel, ce qui fait qu'on est obligé de barder notre machine de code détecteur d'erreurs et correcteur d'erreurs et détecteur d'erreurs, de manière à ne pas avoir n'importe quoi en bout de chaîne. Alors, quand on regarde le qubit utile par rapport au qubit, disons, de contrôle, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de déperdition. Ça, c'est une évidence. Bon. Et enfin, le plus gros problème, hein, c'est l'incapacité donc à garder cet état en dehors donc, de quelques millisecondes, comme je vous l'ai dit, ce qu'on appelle donc c'est un temps de cohérence ou de décohérence, comme vous voudrez. Donc, von Neumann, eh ben, il est toujours là, et à mon avis, il est encore là pour longtemps. Alors, j'en viens maintenant à ce fameux downsizing. Downsizing, c'est-à-dire cette espérance qu'on a eue à un moment donné de remplacer donc les mainframes par des machines plus petites. Alors, c'est vrai que, vous savez, il faut se mettre dans le contexte de l'époque. On est cette fois-ci dans les années 70, 80, à peu près même un peu plus loin, 90, avec des responsables informatiques qui ont dans leur salle, dans le centre de calcul, ils ont des grosses machines, souvent marquées IBM, hein, mais il n'y avait pas que ça, hein, il y avait quand même, mais c'était très souvent IBM, qui posaient quand même des problèmes. Alors, en maintenance, ça coûtait une fortune. C'était des machines très spécifiques, dépendait de, c'était Monsieur IBM qui vous avait fait construite, et si vous écriviez un logiciel en assembleur, eh bien, il fallait le réécrire si vous deviez aller sur une autre machine. Trop dépendant d'un seul constructeur. Il faut reconnaître une chose, c'est qu'IBM en a profité, et en a profité d'une manière absolument inadmissible. Parce que les responsables informatiques d'une certaine époque, on va dire entre les années 70 et 90, étaient sous la coupe d'IBM, hein, qui imposait ses idées et n'écoutait pas finalement ses utilisateurs et pouvait avoir donc des prix colossaux qu'il pouvait imposer parce qu'il avait un monopole. D'ailleurs, on l'appelait number one. C'était le numéro un. C'était une situation qui était très difficile à vivre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, il faut d'abord l'éviter et bien contrôler ce que font les nouveaux numéros un du moment, c'est-à-dire Microsoft, essentiellement Google, voire dans d'autres domaines, hein, pour ne pas retomber là-dedans. IBM avait, à une certaine époque, avait ce qu'ils appelaient la policy. Comment vous devez communiquer avec un client. Mais c'était incroyable. C'était à la limite du fascisme. C'était des pratiques qui remontaient très loin. Ça remontait à Watson, donc créateur de la fameuse CTR qui transformait ensuite en IBM. Mais c'était quand même insupportable. Je pense d'ailleurs qu'aujourd'hui, on ne le supporterait pas. Et de fait, hein, on verra dans un instant, hein, donc c'est l'une des explications pour lesquelles, finalement, on a essayé d'aller ailleurs. Et puis alors, gros ennui également, c'est des machines qui étaient difficiles à refroidir. Hein, et ça a toujours été comme ça, avec des circuits qu'il fallait refroidir. Alors avec IBM, c'était surtout avec hein, de l'eau glacée, mais ça coûtait une fortune. Puis alors, la formation était extraordinairement coûteuse. Quand vous formiez, j'ai suivi les cours moi d'MVS, donc système d'exploitation et l'assembleur pour ces machines-là, mais vraiment, vous avez envie de changer de métier, hein, on ne comprend rien. C'était extrêmement délicat. Donc, c'était un monde, finalement, dont on voulait donc se passer. Et arrivé à ce moment-là, les machines Unix. Machines Unix, donc de Ritchie et Thomson, et qui est donc des machines plus petites,
mais qui a priori était capable de reprendre une partie donc des applications. Donc, alors c'est parti, le downsizing. Parce que c'est vrai que les grosses machines mainframe étaient plus grosses que les plus petites de type Unix. Sauf que ça n'a pas marché non plus. Ça n'a pas marché. Pourquoi? D'abord parce que les constructeurs ne se sont jamais mis d'accord sur une version d'Unix qui soit unique. Alors, j'ai mis ici, il y en a 140 000, bien sûr. Vous comprenez bien que ce n'est pas vrai, mais il y en a énormément. Et donc, vous savez, le fait de dire je vais passer d'une version Unix à une autre, vous ne savez jamais où vous allez finalement vous engager. La bascule des applications, vous savez, elle n'était pas si simple. Dans le monde IBM, il y avait du transactionnel, ce qu'on appelait donc IMS autrefois, et KIX ou CICS, comme on dit en Europe, donc du transactionnel COBOL. Bon. On a pu ça sur les machines Unix. Alors, vous me direz, il y avait un Tuxedo, qui était un moniteur transactionnel qui permettait de reprendre des transactions, donc de gestion, on va dire, hein, sur les machines Unix. Mais ce n'était pas évident du tout. Hein. Et puis, quid du futur de Tuxedo? Est-ce qu'on en parle encore maintenant? Non. Et donc, vous voyez, c'était difficile à reprendre. En plus, alors, on manquait un peu on va dire de documentation, parce qu'IBM a été extrêmement soucieux de ne pas publier donc des choses qui soient trop précises et trop internes finalement à son métier. Donc on ne savait pas très bien comment étaient constitués les compilateurs COBOL, les bases de données, les fichiers, tout ça, les fameux fichiers VESAM. Donc on manquait de documentation. Et finalement, on a eu une opposition entre deux types de personnes, j'allais dire de responsables informatiques, entre les tenants du mainframe qui disaient, moi, ça coûte cher, mais ça m'est égal, ça marche, et ça, on ne peut pas dire le contraire. Et puis, il y avait ceux qui étaient plutôt favorables au libre, hein, et qui voulaient au contraire se libérer donc du joug de ce constructeur. Alors, je mets ici de certains constructeurs, mais vous avez compris qu'il s'agit essentiellement donc d'IBM. Résultat, pour ne pas s'être compris, quand il en était temps, eh bien aujourd'hui, il y a encore à peu près 10 000 grands centres de calcul sur les mainframes, alors essentiellement IBM, mais également donc Unisys, plutôt pour on va dire tout ce qui est transactionnel, par exemple les compagnies aériennes qui sont dans ce cas-là, ou alors le Fujitsu, on en trouve encore pas mal. Et alors un chiffre qui n'est quand même pas négatif, pas neutre en tout cas, c'est que 70% des 500 plus grosses entreprises dites de fortune, hein, vous savez, c'est le fameux classement donc américain, eh ben, utilisent toujours des mainframes. Alors, quand on nous dit que les mainframes n'en a plus, c'est archi faux. Archi faux. Et la bascule vers des systèmes plus petits, en fait, elle s'est faite en partie. Mais elle ne s'est pas du tout faite dans les dimensions que l'on avait imaginées. Et le problème se repose de la même manière avec Linux, qui tombe dans les mêmes erreurs, avec des versions Linux qui sont incompatibles à part le noyau, hein, heureusement, lui, il est surveillé d'un peu plus près, mais on retombe devant finalement, les mêmes anomalies. Bon. Du côté des villes intelligentes, alors les villes intelligentes, on en parle bien sûr beaucoup depuis quelque temps. Je vous dis tout de suite, ça ne marchera jamais. Marchera jamais. Et voilà encore, ça c'est une utopie absolument hallucinante, lancée par je sais pas, des urbanistes, des architectes, je sais pas trop, hein, mais qui n'ont pas compris de quoi il s'agit. Hein. Alors, euh, il y a effectivement des réalisations, je ne dis pas le contraire, mais il faut pas faire il faut faire la différence entre une ville totalement intelligente qui a intégré tous les flux de données issues de l'eau, de l'électricité, de tout ce que vous voudrez, avec une réalisation spécifique dans un domaine. Évidemment, toutes les villes de la planète ont réalisé des choses très précises dans un domaine donné, mais globalement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas et il n'y en aura pas. Parce que c'est quelque chose qui est impossible à faire, non pas parce qu'on n'a pas la puissance de calcul, c'est pas ça. Parce qu'on est incapable de modéliser les comportements et les liens qu'il y a entre un phénomène, mettons la gestion des lumières, hein, des feux rouges, la gestion des lumières par rapport, je sais pas, au trafic, vous voyez, on ne sait pas faire. Ou alors, si on le fait, on monte des usines à gaz assez épouvantables. Alors, c'est ça la grosse difficulté. Donc, on en a beaucoup parlé. Pourquoi? Parce que certains constructeurs et prestataires étaient ravis de trouver là donc un marché nouveau
dans lequel ils allaient pouvoir donc intervenir. Mais la réalité, elle n'est pas celle qu'on nous avait annoncée. Pas du tout même. Bon, alors, je vous ai dit, on ne sait pas modéliser le flux. Le problème de fond, il est là. Et je reprends toujours cet exemple que j'ai donné plusieurs fois ici, à savoir la modélisation d'un carrefour, avec deux voies entrantes et une voie de sortie, faite par le MIT, hein, pas n'importe qui. C'est extraordinairement compliqué. Si vous voulez tenir compte de la vitesse d'arrivée des véhicules, vous voyez, la distance de freinage, le fait que la température du sol est à, je sais pas, 10 degrés centigrades, bah, si vous devez tenir compte de tous les paramètres, et c'est ce qu'il faut faire hein, quand on parle de circulation, eh bien, vous avez un modèle qui est très compliqué. Ça, c'est pour un carrefour. Alors, imaginez faire tous les carrefours d'une ville, et ce n'est que la circulation. Il faut arrêter donc de rêver. Hein. Alors, on peut également dire, moi je pense que l'une des erreurs qu'on a commises, hein, c'est le fait que je crois que la ville numérique, elle contribue quand même hein, d'une certaine manière, donc on va dire à l'isolement des individus, même s'ils sont hyper connectés. Moi, j'ai jamais cru que le fait de connecter et hyper connecter les gens les amenait à communiquer encore plus. C'est pas vrai, c'est l'inverse. C'est comme ça. Bon, alors, on s'aperçoit également que quand vous montez des solutions avec des capteurs un peu partout, vous faites des systèmes qui sont très vulnérables. Hein. J'ai indiqué ici les pannes d'électricité à grande échelle, à cause de ça, hein. Des sabotages d'unités de traitement des eaux, des hôpitaux qui sont complètement désorganisés, paralysie également de l'informatique. C'est arrivé par exemple dans la ville américaine de Baltimore à cause de ça. Bon. Là, moi, j'ajouterais également que si vous mettez beaucoup de capteurs, vous allez consommer énormément de métaux rares. Vous savez, les fameux métaux rares, ou les métaux lourds, ça dépendra, ceux que l'on trouve maintenant dans un certain nombre d'éléments, en particulier les éoliennes, mais aussi beaucoup dans les capteurs. Bon. Et je pense que ce n'est pas une bonne chose parce que ça va donner trop d'importance à certains fournisseurs tels que Google, Facebook ou Amazon. Hein. Encore une fois, la Smart City, la ville intelligente ne leur appartient pas. Et alors, on devrait peut-être se poser des questions sur l'échec de Toronto. Hein, il y a quelques années, Google s'était lancé là-dedans en disant, vous allez voir, dans une ville absolument merveilleuse, des espaces verts, voilà, c'est extraordinaire, merveilleux. Et ils ont abandonné tout Google qu'ils sont, parce que c'est pas possible. Hein. Et donc, c'est quand même extraordinaire. Et les seules réalisations qui ne sont d'ailleurs pas des réalisations, mais des essais de réalisation, c'est dans certains pays qui sont plutôt, et ça s'explique plutôt par les pétrodollars, qui sont les producteurs de pétrole. Alors ils sont partis sur des choses, mais eux non plus n'y arriveront jamais. Hein. On nous parle toujours de Singapour, mais Singapour, il y a un certain nombre de choses qui ont été automatisées, c'est vrai, à l'aide donc de capteurs. C'est relativement intelligent, on peut dire, mais je ne suis pas convaincu qu'on fasse une ville intelligente. Moi, je ne crois pas. D'ailleurs, petite anecdote sur le sujet, il y a eu à Drummondville, donc à côté donc, de Montréal, une journée qui a été consacrée, où étaient invités tous les maires des 140 plus grandes villes donc, du Québec, sur le thème donc, des villes intelligentes. Et on m'avait demandé de faire l'introduction sur l'avenir de ces villes. Et moi, la première chose que j'avais dit, écoutez, c'est pas la peine de continuer, on peut tous rentrer chez soi parce que ça ne marchera jamais. Alors évidemment, je ne vous dis pas, ça a quand même laissé un léger froid, hein, incontestablement. Mais je suis sûr d'avoir raison. Parce que le problème, c'est le problème de la modélisation. On ne sait pas faire. Si on savait modéliser, autre chose que des pans d'activité, ça serait différent. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, les villes intelligentes, j'y crois pas. Le client-serveur, alors là encore un truc de fou. Nous sommes dans les années 90, à une époque où Microsoft avait donc annoncé Windows. Windows, donc il y a quelques années, hein, avec de ça, et tournait donc sur des machines. Et en même temps que Windows, les machines étaient devenues de plus en plus puissantes. Et là, je parle des machines clientes, hein, pas toutes les machines. Les grands observateurs et les grands gourous se sont dit, mais attendez, c'est ridicule ce que l'on fait. On a des serveurs quelque part qui font le travail, on envoie les résultats que l'on affiche simplement sur le poste de travail avec Windows. C'est idiot. Il suffit de répartir le travail entre le serveur et le client. Chacun fait son boulot
mais pour la même tâche, hein, pour le même ensemble de tâches, et on va donc répartir ça. Et donc était née l'idée du client-serveur. Et nous voilà tous partis sur ce principe, bien entendu, poussé par Microsoft, qui lui avait des solutions, ce qu'on appelait les solutions de Microsoft Foundation, hein, pour le développement. Euh, on est parti donc là-dessus. Pour se rendre compte, alors, l'idée étant quand même de répartir de la manière suivante, on va dire l'interface graphique peut-être du côté du client, ça paraissait logique, mais également une partie du traitement métier portant sur des données partagées entre le serveur et le client. Imaginez qu'est-ce qui pourrait se passer si la machine tombe en panne pour arriver à réconcilier tout ça. Non, mais complètement fou. Hein. Alors malheureusement, bon, ça n'a jamais marché. Architecture beaucoup trop compliquée. Les bibliothèques de composants, je parlais des fondations Microsoft, très difficiles donc à mettre en œuvre. Des réseaux, il fallait que les réseaux soient très efficaces. Si les machines sont efficaces, il fallait que les réseaux aussi le soient. Donc, des réseaux qui n'étaient pas toujours à la hauteur. Et puis, alors, surtout, la maintenance, impossible à faire. Comment voulez-vous faire quand vous allez faire migrer un poste de 1000 postes de clients et que vous les faites migrer et que dessus vous avez des applications de type client-serveur, mais je dis autant se suicider tout de suite, hein, ça va éviter l'agonie. Hein. Non mais faut complètement être complètement percuté pour faire ça. Alors ça a duré quelques années, ça nous a coûté des fortunes absolument colossales. Les seuls qui y ont gagné dans l'affaire, ça a été donc les consultants, hein. Mais finalement, on n'en a jamais rien fait. Voilà exactement donc le type même d'aberration donc dans lequel on nous a entraînés. Du côté des SOA, ça j'ai eu plusieurs fois aussi l'occasion donc d'évoquer ce sujet. Hein. Alors, je rappelle rapidement hein, donc, de quoi il s'agit. C'est le Gardner qui avait peut-être lui aussi abusé donc, des substances euphorisantes, hein, qui avait dit, c'était en 2004, il avait dit qu'il faudrait transformer tous les systèmes d'information de la planète en des systèmes basés sur on va dire des composants métiers. Et il disait que ces composants métiers qui constituaient donc le système d'information n'étaient pas techniques, hein, métiers. Eh bien, ce sont des composants qui sont en nombre limité, donc qui sont gros. Pour une entreprise relativement importante, il y en a à peu près 200, 200 ou 300, mais ce n'est pas 15 000. Hein. Et ce sont des composants qui sont sans état, c'est-à-dire qu'ils ne dépendent pas d'un autre, même s'ils peuvent communiquer avec un autre. Et ils sont génériques, c'est-à-dire qu'ils sont réutilisables donc dans le temps. Erreur totale. Alors, De Gardner, d'ailleurs, n'a jamais reconnu donc cette erreur-là en disant mais il y a beaucoup d'applications dans le monde qui sont fondées sur des composants, ce qui est vrai, mais ce sont aussi des composants techniques. Et là, on parlera plutôt de web service, mais pas faire cette distinction forte qu'avait voulu Le Gardner donc au départ. Ça n'a jamais marché, contrairement à ce qu'on peut lire à droite et à gauche. Hein. Beaucoup de directeurs de projets se sont précipités là-dessus en disant c'est formidable, je vais développer un service et tout le monde va le réutiliser, ce qui ne s'est jamais produit. Hein. L'urbanisation métier a été très incomplète parce qu'elle était très difficile à élaborer, à imaginer. Les services techniques ne devaient pas être mis de côté parce qu'ils sont des fois très importants. Hein. Donc malheureusement, c'était comme ça. La généricité, c'est-à-dire le fait de ne pas revenir sur le code, c'est pas possible. On sait que dans les 5 ans qui viennent, vous avez à peu près 20% de votre code qu'il faut revoir, en moyenne. Bah, bien. Donc dire qu'on ne reviendra pas sur un code, c'est pas possible. Et attention, hein, et en plus, le stateless, le fait de ne pas dépendre d'un autre, comme vous revenez forcément sur un composant, et comme il est gros, il aura forcément des liens avec d'autres composants. Et si vous faites des modifications ici, vous allez faire des modifications à côté. Donc, vous n'en sortirez pas. Hein. Le sans-état, c'est une vue donc, de l'esprit. Et résultat, le taux de réutilisation donc, de ce composant, qui normalement, pour être crédible, devrait être, au moins crédible pour l'architecture, devrait être de 50%, il a été dans le meilleur des cas de 5%. Disons qu'il a plutôt stagné autour de 1 à 2%, c'est-à-dire qu'on n'a pas réutilisé ces composants. Le coût pour les entreprises a été gigantesque. Très difficile donc de le mesurer, mais on sait qu'il est gigantesque. Mais c'est vrai que les entreprises ne sont pas très bavardes là-dessus parce qu'elles se sont fait avoir, elles n'ont pas tellement envie d'en parler.
Et vous me direz, aujourd'hui, on parlera donc de microservices. Alors, on n'a pas tous les inconvénients donc des SOA, mais on a d'autres, hein, donc il faudra aussi manipuler ça avec beaucoup donc de prudence. Bien. Les systèmes experts. Les systèmes experts, alors, ça c'est très simple, on va dire, hein. On est encore une fois dans les années 70-80 et on dit, voilà, eh bien, pour rendre les ordinateurs intelligents, il suffit de transférer ce qu'il y a dans le cerveau des experts, on le met dans un ordinateur et l'ordinateur va devenir donc subitement intelligent. Alors, c'était fondé sur des systèmes, sur des bases de règles, hein, avec 6 conditions de déclenchement de la règle. Alors, on fait quelque chose, on fait une découpe, en gros, donc du savoir-faire donc de l'expert en question. Bon, et puis bon, on construit comme ça des bases de fait, donc un ensemble de données qui caractérisent finalement un domaine avec les conditions, etc. Bon, l'idée générale finalement, c'était déjà à l'époque de simuler le comportement humain, le raisonnement humain. Donc déjà de faire du cognitif. Alors vous me direz, sur un domaine très précis qui est celui des systèmes experts, c'est-à-dire, on va dire, de l'expertise donc des utilisateurs. Mais c'était déjà ça. Vous voyez, donc on était assez proche, au fond, de ce qu'on fait aujourd'hui, de ce que l'on dit aujourd'hui, hein. Alors, ça n'a pas eu que des inconvénients. Par exemple, on a introduit avec les systèmes experts la notion d'heuristique. Je rappelle que l'heuristique, on l'oppose à un algorithme. L'heuristique, c'est quelque chose, c'est une solution dite approchée à un problème. On ne sait pas trouver la solution optimum, on trouve une solution qui apparemment a l'air de convenir, c'est une heuristique, ouais, elle n'est pas parfaite, mais on s'en contente. Et les systèmes experts de l'époque avaient introduit cette notion, donc c'était pas une mauvaise idée. Bon, en plus, il y a eu la décomposition donc d'un problème en sous-problème. Je me dirais c'est un problème qu'on pourrait retrouver aujourd'hui avec les méthodes agiles, par exemple avec la décomposition donc en histoire, hein, avec possibilité également de faire de faire une progression par avancement et puis de faire un rollback, qui a possibilité de revenir en arrière. Bon, avec la possibilité également d'avoir des raisonnements dits certains ou incertains, donc c'était quand même intéressant. Sauf que ça n'a jamais marché. Et c'est depuis les années 70, il y a 50 ans, qu'on essaie de faire la même chose. Et ce que l'on fait aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, c'est exactement la même chose. Alors, vous me direz, c'est plus élaboré, c'est plus avancé. L'apprentissage automatique, machine learning, deep learning, etc., c'est plus avancé incontestablement. Mais du point de vue, on va dire, de l'intelligence, on n'a pas fait un progrès du tout. Ce n'est pas vrai. On a fait des choses différemment, avec des algorithmes cette fois-ci, mais sur le plan intelligence, on n'a pas fait de progrès. Donc il faudrait peut-être regarder pourquoi on s'est planté avec les systèmes experts pour peut-être ne pas recommencer la même chose avec l'intelligence artificielle. La mutation du libre vers le propriétaire, je vous ai dit, voilà quelque chose, c'est vraiment de l'hypocrisie. Bon, on a parlé des systèmes propriétaires, donc on ne revient pas là-dessus. Il y a eu après des systèmes libres et open source. Alors, moi, je fais une distinction là-dedans entre les deux, hein, en général, hein, mais c'est pas parfait comme définition, hein. Un logiciel libre, ça va être un logiciel qui a été développé par une communauté et réutilisable gratuitement par cette communauté, voire par d'autres à côté. Bon, souvent, d'ailleurs, il y a une notion de gratuité là-dedans, alors que l'open source, ce qui n'est pas pareil, c'est un logiciel ou un produit qui va respecter une licence open source. C'est-à-dire qu'il y en a à peu près une centaine qui existent aujourd'hui, totalement incohérentes. On n'y comprend rien, au point que certains clients, entreprises se sont fait avoir et se sont fait attaquer en justice. Et il y a un ministère donc québécois qui s'est fait avoir de ce point c'est pas le ministère du Revenu, c'est pour les retraites. Enfin, c'est le ministère des Retraites qui s'est fait avoir pour ça. Bon, donc un gros problème avec ces licences qui sont assez contradictoires les unes avec les autres. Bon, ce qui s'est passé, c'est que finalement, les licences open source, c'est du propriétaire qui est caché. On vous dit de respecter, même si elles sont moins contraignantes. Je reconnais qu'une licence permissive, on peut faire à peu près n'importe quoi,
C'est vrai que c'est plus facile qu'avec un produit propriétaire. Mais il y a des licences, par exemple la licence, la GPL une licence donc open source très connue, hein, eh bien, qui impose de redistribuer les sources des logiciels que vous développez, c'est quand même plus contraignant. Et puis il y en a d'autres qui sont très contraignantes, très très contraignantes. Et je vous dis à peu près une centaine. Mais aujourd'hui, on dit, mais on va faire du libre, de l'open, on va faire du libre. Mais comme on ne veut pas dire propriétaire, on dit on va faire de l'open core. C'est-à-dire qu'on va faire quoi? On va proposer une version gratuite, mais qui fait pratiquement rien, et on va inciter donc celui qui utilise la version gratuite à aller vers une solution plus performante, qui est une solution dite open core, mais qui cette fois-ci sera payante. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'au fond, euh, on a essayé de passer du propriétaire vers du libre et de l'open source, mais qu'actuellement, c'est l'inverse qui se produit. On part du libre et de l'open source vers des solutions open core. Et pratiquement tous les éditeurs, les grands éditeurs, sont derrière ça parce que ça leur apporte des revenus intéressants et ça leur permet d'avoir des populations d'usagers qui sont captifs. C'est vrai qu'à partir du moment où vous êtes rentré dans le tuyau avec une solution gratuite, en général, vous trouvez que la solution qui vient après payante, elle est super, super intéressante. Et là, vous acceptez donc de payer. Alors que si vous allez directement sur la solution payante, peut-être que ça ne vous plaira pas trop. Donc je dis maintenant, on est en train de vivre l'inverse de ce que l'on a prédit il y a donc quelques années. Les mathématiques et l'informatique. Alors ça, c'est pareil. C'est complètement donc invraisemblable. On a dit pendant des années que pour être un bon, je vous le disais tout à fait au début, hein, pour être un bon codeur, un bon programmeur, un bon chef de projet, si vous ne savez pas diagonaliser une matrice, vous ne savez pas résoudre un système d'équations linéaires, vous ne serez pas bon. Chers amis, c'est archi faux. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas confondre le codage ou la programmation avec la conception d'un système qui peut-être lui demandera des connaissances mathématiques. D'ailleurs, c'est ce que l'on voit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. C'est vrai. Pour bien comprendre les algorithmes, il faut quand même savoir ce que c'est qu'une matrice, ce que c'est qu'un vecteur, ce que c'est qu'une médiane, ce que c'est qu'un écart type, un certain nombre de choses qu'il faut donc connaître. Bon. Plus d'ailleurs hein, qu'on peut se l'imaginer. Mais pour être un développeur ou voir un responsable de projet, on n'a pas besoin de mathématiques. À quoi ça sert de savoir que sinus A plus B égale sinus A cosinus B du sinus B cosinus A? Ça ne sert à rien. Or, on nous a survendu cette idée-là qu'il fallait faire des mathématiques. Résultat, les gens qui se croyaient nuls en mathématiques, ce qui n'est pas vrai. Il n'y a que des mauvais enseignants. Mais ceux qui étaient mauvais en mathématiques ont dit ah ben l'informatique c'est pas pour moi. C'est complètement idiot et c'est une escroquerie donc intellectuelle. Vous voyez, l'informatique c'est quoi? Les mathématiques c'est quoi? C'est raisonner avec élégance. Vous voyez, ça oui, ça peut être intéressant. Vous n'êtes pas obligé de savoir que sinus A plus B égale sinus A cosinus B plus sinus B cosinus A. Tout le monde s'en fout de ça. Comprenez? On nous a vendu ces trucs-là comme étant finalement le sésame, la porte d'entrée obligatoire pour aller dans certains métiers. C'est complètement ridicule. Et la doxa continue encore aujourd'hui. Une espèce d'idée, vous voyez, je trouve ça absolument aberrant. Bon, mathématiques et informatique. Maintenant, sur l'intelligence artificielle, là, c'est quand même autre chose. Hein. Et là, c'est un autre domaine que je ne couvrirai donc pas aujourd'hui. La modélisation. La modélisation, moi je suis un fan de modélisation, je crois que on nous l'a mal vendue. Alors ça se passait encore dans les années 90, on va dire 2000. On nous a dit, voilà, avant de développer donc une application, il faut commencer à réfléchir à sa finalité, à sa construction, il faut réfléchir, et pour ça, il faut la modéliser. Sauf que la modélisation, elle fait appel à des capacités d'abstraction qui sont un peu d'ailleurs les mêmes que pour les mathématiques, et là, on peut dire que peut-être il y aurait un intérêt à avoir quelques habitudes de mathématiques, mais pas trop. Hein. Et donc, une capacité d'abstraction pour essayer de modéliser un petit peu les choses avant de coder. Euh, Ça n'a pas marché, pourquoi? Mais parce qu'on l'a très mal vendu. On l'a survendu, ça c'est sûr, mais on l'a très mal vendu. On a vendu quelque chose qui était un saut quantique finalement dans les comportements, dans les habitudes des développeurs et chefs de projet. On leur demandait de réfléchir sans coder, alors que les programmeurs
par définition, ils se précipitent sur le codage qui le rassure. C'est pourquoi je vous ai mis cette image à côté. Qu'est-ce qui va plus vite que la vitesse de la lumière? Un programmeur qui se lance dans le codage d'un projet. Mais c'est vrai. On n'a pas utilisé la modélisation comme on aurait dû le faire. Résultat, on a dégoûté tout le monde. Alors, bien, on a beaucoup parlé, bien sûr, donc du ML, hein, qui est absolument honni et détesté par les développeurs, qui maintenant est beaucoup trop compliqué. Hein. C'est très compliqué de valider aujourd'hui un modèle avant de passer au codage. Donc, c'est mal fichu tout ça. Trop compliqué, inadapté. Et puis, on emploie un langage qui est complètement ridicule. Et puis, en plus, une rétro-ingénierie qui est très compliquée donc à réaliser, c'est-à-dire repartir du code que vous avez généré pour revenir sur le modèle, ça c'est compliqué à faire. C'est faisable, mais c'est quand même compliqué à faire. Donc on va dire cette modélisation qu'on nous a vendue, on ne l'a pas utilisée. Résultat, les développeurs, pour faire plaisir donc à leur chef de projet, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont coder hein, tout de suite. Hein. Et ensuite, avant que leur patron arrive, donc ils vont tout de suite refaire un modèle a posteriori, alors qu'il faut le faire a priori. Si vous le faites a posteriori, ça n'a aucun intérêt. Ce n'est pas de la documentation qu'on leur demande de faire, c'est de la réflexion. Ça n'a jamais marché. Et donc, c'est une approche qui a été totalement ratée. Je pense que l'une des raisons aussi, d'ailleurs, c'est le formalisme. Le formalisme. Enfin, il y en a qui sont complètement malades. Vous faites un diagramme de classe, je l'avais donné cet exemple, un diagramme de classe donc, qui montre un petit peu l'enchaînement donc, de comment est constituée donc, une classe dans un programme objet. On vous dit, vous constituez, alors c'est un arbre, hein, constituer une arborescence quasi fortement connexe inférieurement. Je répète, une arborescence quasi fortement connexe inférieurement. Alors qu'on peut très bien dire un arbre. C'est complètement ridicule. Le résultat, ça dégoûte tout le monde. Et donc, ça n'a pas marché, on l'a mal vendu, et c'est très dommage parce que ça aurait pu être très utile. Alors, voilà, il y a une petite erreur ici. Euh, L'informatique à l'école, parmi les deux ou trois petites choses que je vais encore vous dire avant la fin, donc l'informatique à l'école. Je pense que ça aussi, c'est une aberration qu'on nous a imposée, parce qu'on a équipé donc les enfants d'un ordinateur, d'un smartphone, qui allait leur servir pour aller faire des calculs, pour faire des recherches plus approfondies, etc. L'erreur énorme qu'on a commise en faisant ça, c'est qu'on n'a pas développé leur curiosité. Or, sans curiosité, c'est pas la peine d'avoir des machines, parce que les machines, à ce moment-là, vont vous remplacer. Elle va faire le calcul d'une division à votre place, ou d'une racine carrée à votre place. Mais là, la curiosité, c'est de savoir, vous voyez, comment s'est passé tel affrontement dans l'histoire, vous voyez, et d'aller plus loin. Mais comme on n'a pas développé la curiosité des enfants, ça n'a servi à rien. Hein. Et donc, tout le monde l'a fait comme ça, et même dans les facultés, dans les écoles primaires, on les a dotés d'une manière absolument aberrante. On s'est servi donc des tablettes et puis des smartphones pour des jeux vidéo, oui, mais pour l'apprentissage de la langue, de la grammaire, de la ponctuation, de l'histoire, de la géographie, les enfants, les étudiants, les élèves ne vont pas chercher ce qui les intéresse, ils ne cherchent pas à approfondir parce qu'on n'a pas développé leur curiosité. C'est extraordinaire, hein, mais c'est comme ça. Alors aujourd'hui, on en développe encore une autre, c'est ce qu'on appelle le MOOC, c'est-à-dire le développement donc, de formation, mais destiné à un super grand public de millions de personnes, pourquoi pas. Hein, je l'ai souvent dit, donc c'est une chose qui me paraît totalement aberrante. Donc du côté de l'informatique à l'école, on fait n'importe quoi depuis très longtemps et on continuera encore demain à faire n'importe quoi. Alors que l'enseignement et la formation, c'est quelque chose vraiment d'essentiel. Bon. Le singularisme, pour terminer, donc, encore une petite chose, là, le singularisme au Kurzweil, hein, alors 2024, normalement, devrait être l'année donc, de tous les délires de ce point de vue-là, mais je crois que pourtant on est bon. Hein. Alors Kurzweil, donc, il nous a annoncé donc, la singularité pour 2047. Donc le moment où les ordinateurs vont dépasser donc, en termes cognitifs, donc d'intelligence, donc l'être humain. Il se trompe complètement. Hein. C'est n'importe quoi, mais c'est surtout à la hauteur de ce que dit Kurzweil depuis pas mal d'années. Hein.
Je rappelle quand même quelques-unes de ses prévisions. Il avait annoncé donc la fin des maladies. Bon, pourquoi pas, hein. Au moins certaines d'entre elles, c'était l'obésité, Parkinson, l'Alzheimer, avec une technologie dite d'ingénierie inversée. Et on ne comprend toujours pas à quoi ça correspond et comment ça fonctionne. Enfin bon, c'était Kurzweil. Il a dit également que en 2020, et il me semble qu'on est quand même en 2024, hein, en 2020, eh bien, ce serait la fin du travail de bureau. Il n'y aurait plus de travail de bureau. Voilà, et les lieux de travail physiques auraient été remplacés donc par des espaces virtuels. Bon, c'est les métavers quelque part, mais c'est vrai qu'on y pensait parce que n'oubliez jamais une chose, que les espaces virtuels ont été imaginés en 1994 par Apple. Donc Kurzweil n'a fait que reprendre une idée, hein. Mais c'est pas comme ça. C'est vrai qu'on fait du télétravail, mais on ne se déplace pas dans un espace donc de métavers. Et à mon avis, c'est pas demain donc la veille, hein. Bon, et il disait, mais ne vous inquiétez pas, il suffira de transférer, comme pour des systèmes experts, hein, de transférer donc notre esprit dans les machines et on pourra continuer à vivre sans contrainte. Ouais. Et c'est d'ailleurs ce que est en train de dire Sam Altman. Et parce qu'il dit ça, il dira finalement, dans un certain nombre d'années, il y aura une sous-population, on va dire, de nantis, de gens qui continueront à réfléchir et à organiser les choses. Et puis, vous allez avoir le reste énorme de populations qui seront des zombies, qui serviront plus à grand-chose. Et c'est ce que dit Altman actuellement. Et s'il veut 7 000 milliards de dollars, c'est pour ça. Parce qu'il y croit, et finalement, quelque part, il rejoint donc la perception donc, de Kurzweil. Alors, bon, je pense que l'expression, en tout cas, il a fumé la moquette, lui semble bien adaptée, hein. Alors, je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit donc Kurzweil, mais enfin, il faut quand même. Je suis quand même étonné de voir qu'une grande compagnie comme Google, qui invente beaucoup de choses qui sont assez remarquables, eh bien, est représentée par son responsable de, je sais plus, l'intelligence artificielle, par quelqu'un qui dit n'importe quoi. Mais il le dit depuis des années. Donc, ce n'est pas nouveau. Donc, la singularité donc, de Kurzweil. Alors, quelles sont les leçons qu'il faut retenir de tout ça? Bon, ben, vous voyez, donc, on a passé notre temps finalement à se faire avoir par des grandes phrases dithyrambiques et magnifiques sur le monde merveilleux qui nous attendait. Mais en fait, on a souvent continué à travailler d'une manière tout à fait classique, hein. Alors, quelques leçons à retenir et les vraies questions, on va dire, à se poser. La première, c'est de ne pas se précipiter sur une technologie sous prétexte qu'elle est nouvelle. C'est un peu le syndrome, ça. C'est nouveau, donc c'est formidable. Non, non, c'est pas vrai, ça. Donc, n'a pas aller trop vite. Il faut se poser la question de savoir, est-ce que c'est un progrès pour l'usager? Pas pour nous au TI, pour l'usager. Est-ce que ça va lui apporter quelque chose? Et faisons la distinction entre la notion d'avancée technologique et de progrès. C'est pas du tout pareil, hein. J'ai toujours dit qu'on fait aujourd'hui des réseaux de plus en plus performants, mais pour des gens qui sont de plus en plus seuls. Voilà, c'est la vérité. Vous savez, il faut rester lucide et sceptique, hein. Et vous devez essayer d'enlever le clinquant et les effets d'annonce dont se partent finalement donc, les éditeurs et les fournisseurs. La question aussi à se poser, mais pourquoi fait-on cela? Pourquoi? Quelle est la raison derrière tout ça? Vous voyez, à qui profite le crime? Entre guillemets, bien entendu. Et quels seront donc les gagnants de cette technologie si on les développe? C'est le cas de la ville intelligente. Vous voyez, c'est le cas aussi beaucoup de l'intelligence artificielle, certains aspects en tout cas. À qui profite le crime? Ça, c'est une question à laquelle il faut se poser. Et si c'est trop précis, c'est suspect. Faisons extrêmement attention. Donc, à qui profite le crime? Combien ça va coûter? Il est bien gentil, donc Altman avec ses 7 000 milliards, mais c'est à peu près 20% de la dette américaine qui a 35 milliards de dollars aujourd'hui. Donc c'est quand même pas neutre, hein. Vous voyez, combien ça va coûter? Est-ce que techniquement c'est possible? On peut toujours rêver, hein. Vous dire, je vais vous faire un ordinateur demain quantique qui va faire des calculs à la température absolue, pas la température courante, hein, et avec ça durera une seconde, je ferai toute la gestion des stocks de la planète. Je peux toujours dire ça, sauf que c'est pas vrai. Il faut arrêter, il faut rester lucide, vous voyez, et regarder techniquement, est-ce qu'on est suffisamment mature pour que ça soit jouable? Est-ce que le risque que l'on prend en allant sur cette technologie est donc mesurable ou pas? Est-ce que
par le passé, il n'y a pas déjà eu une tentative qui ressemble un petit peu. Exemple, intelligence artificielle avec les systèmes experts. Au fond, c'est un petit peu la même approche, hein, essayer de rendre les systèmes cognitifs. Donc, ça n'a pas marché pour l'un, pourquoi voudriez-vous que ça marche pour l'autre? C'est un peu brut comme définition, mais il faut au moins se poser la question. Et alors, il faut écouter les consultants et les prestataires avec beaucoup de recul. Pourquoi? Parce que l'on revient jamais sur leurs erreurs et la SOA, tel que l'avait imaginé le Gartner, en est l'exemple le plus significatif. Ouais. Ça, c'est une. On revient jamais là-dessus. Donc, continue, mais ça n'empêche pas que nous, ça nous coûte extrêmement cher. Et j'ai terminé par cette phrase, donc, je trouve que j'aimerais beaucoup de Bertrand Russell, hein. L'ennui en ce monde, c'est que les imbéciles sont sûrs d'eux et que les gens sensés, eux, sont pleins de doutes. Et je crois que c'est plutôt ça qu'il faut avoir en tête, hein. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, donc je suis dans les temps pour une fois, hein, donc vous avez ici nos prochains webinaires, donc je vous invite dans une quinzaine de jours, on va parler de vérité et de fake news. Comment faire aujourd'hui pour être certain qu'on n'a pas affaire donc, à n'importe quoi, à n'importe qui. Vous avez la liste de nos webinaires jusqu'à la fin de l'année, tout au moins jusqu'au 11 octobre de 2024. Comme d'habitude, donc, cette présentation sera disponible sur notre site donc demain vers 13 h à peu près. Vous l'avez également disponible sur YouTube. Et je vous invite, si je vous ai choqué, parce que je sais que ça arrive quelquefois, à communiquer avec moi, et donc, pour s'expliquer un petit peu sur des phrases un petit peu violentes que j'aurais pu prononcer. Voilà, chers amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous souhaite, en tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage pour la suite en espérant vous retrouver dans 15 jours. À bientôt.